Bonjour à tous, ça enregistre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Oberton ici à Genève dans mon bureau. Bonjour à tous. Alors, Laurent, tu reviens d'un petit séjour au Maghreb. Tu viens de passer quelques jours en terre Dans, d'islam. dans des quartiers relativement enrichis, on va dire, dans des villes enrichies du sud de France. On va pas être taquin parce qu'on parle d'un sujet sérieux. Laurent, pour ceux qui étaient sur Mars ces derniers jours, ces derniers mois, tu viens de sortir le tome 2 de Guérilla, Le temps des barbares, que j'ai lu. Et donc c'est un grand plaisir de reparler. On s'était rencontrés la dernière fois pour la sortie, je crois, du tome 1. Oui. Et cette vidéo sera en deux parties. La première, on va parler de Guérilla, et la deuxième, on va parler de l'auteur et de l'inspiration. Mais on va commencer peut-être pour Guérilla. En fait, premier tome, deuxième tome. Grand succès de vente, déjà. Mm. Il part sur les bases du premier. Donc c'est clair qu'il y avait une attente très forte. Le premier est sorti en 2016, lui là en 2019. Et vraiment, au début, j'avais pas du tout prévu de faire une suite. Mais il y avait une telle demande, une telle attente, notamment de la part des forces de l'ordre, de tous les individus de près ou de loin qui s'intéressent à ces thématiques-là, que j'ai fini par me résoudre à imaginer la suite. Et c'est moins mon domaine, parce que sur le premier, ça reste géopolitique, tout ça. Là, on bascule vraiment dans l'ère de la survie. Donc c'est un peu différent, et j'ai dû me faire violence, j'ai dû étudier pas mal de registres qui m'étaient moins familiers, on va dire. Alors, tu m'avais parlé d'un livre qui t'avait inspiré Ah bah, pour l'écriture de Guérilla et de Guérilla pas 2. qu'un, alors notamment Rue Barbare évidemment, mais aussi NRBC que j'ai bien feuilleté et annoté. Ils Euh, sortent, petite pub, comme ça je la fais pas après, ils seront réimprimés en décembre normalement, donc ils sont introuvables en ce moment, mais vous les retrouverez. et parce qu'évidemment, pour imaginer ces situations-là, il faut se plonger dans tout ce qui est survie, guerre civile. J'ai beaucoup étudié ça aussi, les guerres civiles, notamment en Bosnie Ouais. moderne, les conséquences des faiblesses structurelles en matière d'électricité, tout ça. Évidemment, le renseignement, l'état-major, la police, enfin tous mes contacts là-dedans, donc qui travaillent sur des scénarios de ce genre-là. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans ton deuxième livre, tu reprends beaucoup des personnages Mm. qui ont survécu au premier, on va dire, qui ne sont pas morts à la fin du premier. Et j'attendais impatiemment le chauffeur de camion russe, mais il n'y est pas. Oui, alors c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a tellement de personnages, et là en plus il y en a d'autres, Bien sûr. il y a des petits nouveaux, ça fait tellement de scènes à raconter, il y a 110 chapitres, dans le premier il y en avait 57, donc ça augmente considérablement le volume, il se passe beaucoup de choses, donc c'était assez difficile, il a fallu densifier au maximum tout ça. Peut-être, hein. On les retrouvera dans le Peut-être troisième. dans le troisième tome, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier livre parlait des trois premiers jours euh, de l'effondrement de la France. Mm. Et on en avait discuté après le. Et deuxième livre parle des 30 suivants. Ouais. Et on en avait discuté à la suite du premier. Je disais, mais en fait, il y a un truc qui. Je t'avais fait part de, pas des critiques, mais des remarques en disant, tiens, l'OTAN, pourquoi l'OTAN n'intervient pas, etc. Là, tu expliques une partie du pourquoi, en fait, cet effondrement est laissé faire, ce qui est probablement la partie la plus terrifiante du livre. C'est parce qu'en fait, un effondrement en cours, tu ne l'arrêtes pas. En fait, tu ne peux pas arrêter. Et on a tout à perdre à essayer de l'arrêter en fait. Celui qui va jeter le reste des forces armées là-dedans, parce qu'en plus il n'y a pas de camp distinct, il n'y a pas de faction, tout ça. C'est vraiment le bordel et tous contre tous. Donc Ouais. soit tu tires sur tout le monde, soit tu tires sur personne. Du coup, il vaut mieux attendre. Ça va clarifier tout seul le merdier. On sait très bien que les citoyens aujourd'hui, dans leur immense majorité, ne sont pas du tout aptes à supporter de telles conditions de vie, un tel changement d'ambiance. Donc ils vont n'espérer qu'une chose, c'est le retour de l'ordre. Donc à partir du moment où quelqu'un va être assez habile pour récupérer un peu la machine et incarner cette espèce de demande de retour de l'état domestique, évidemment les citoyens survivants vont se précipiter à ses pieds. Et c'est aussi pour ça que les puissances étrangères mettent un peu de temps et évaluent la situation. Et il y a un équilibre aussi maintenant des puissances qu'on voit en Syrie. Les États-Unis sont plus tout seuls. Il y a les Russes, il y a la Chine. Donc, en plus, la France économiquement, c'est plus que c'était il y a quelques années. Donc, bon, on a peut-être à gagner un peu à laisser la situation se tasser d'elle-même. Alors, pour ceux qui n'auront pas encore lu peut-être Guérilla numéro 1,
Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu le pitch du premier et comment ensuite ça se décline dans le deuxième? Alors, le premier, donc, un incident, le point de départ, en fait, tous les éléments du drame sont en place en France, socialement, économiquement, enfin, tous les voyants sont au rouge. Et là, on a un incident dans une cité sensible, un peu comme par exemple à Viry-Châtillon. En ce moment, c'est le Ouais. procès des jeunes qui ont brûlé vifs des flics dans leur voiture, quand même. Je note que ces flics-là n'ont pas fait usage de leurs armes, malgré le fait qu'ils étaient quand même en train de se faire Légitime carboniser. défense. Et donc là, je pars du principe que un jour, tôt ou tard, il y a des guet-apens tous les jours en France, les flics sont pris là-dedans, on va tomber sur un flic qui ne sera pas dans son bon jour, et là, il va briser ce conditionnement terrible qui pèse sur eux, sur l'interdiction formelle et absolue de se servir de leur arme. Il va tirer dans le tas, et à partir de là, des émeutes d'envergure. C'est comme en 2005, mais pire, parce que le problème de la communautaire est bien plus grave aujourd'hui. Il y a en plus le fait terroriste, il y a l'ultra-gauche, il y a la situation sociale qu'on connaît. Donc, par effet d'embrasement, surtout par l'attentisme et la passivité de l'État, parce que l'État aujourd'hui, c'est la communication, c'est plus du tout l'action, qui va être complètement tétanisé par ça. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, il ne faut pas. Voilà, Pas d'amalgame. on va être dans une attente et tout ça va s'effondrer. Donc ça, c'est guérilla 1, et donc guérilla 2, c'est on reprend exactement là où ça s'arrête, c'est-à-dire tout vient de péter, l'électricité, les réseaux électriques sont sabotés partout, donc on est dans le noir total, il n'y a plus d'état. Bon, donc chacun pour soi. Alors on retrouve dès le début, le premier chapitre est à la Courneuve, hein, se passe à la Courneuve. On retrouve notre premier calife de France, Aboubacar. Abou Bakr, qui a quand même un aspect très humain dans son inhumanité, qu'il a en fait été très touché du décès à la fin du premier livre de ce qu'il considère comme sa muse, la plus belle femme qu'il ait jamais eue. Oui, parce que comme beaucoup d'individus, de jeunes de ces banlieues françaises que le monde entier nous envie, c'est quelqu'un qui était sans doute très frustré parce qu'il avait des rêves de grandeur et tout, il ne savait pas bien ce qu'il foutait là au milieu de ces trafiquants. Et là, il avait l'impression, justement à la faveur de ce chaos, de devenir quelqu'un d'important. Il pouvait protéger cette femme, cette jeune femme, dont il aurait jamais rêvé faire sienne. Et là, cette jeune femme est morte voilà, dans un accident. Donc, Accident de évidemment, moto. Un petit accident de moto. un petit accident de moto, ouais. Donc évidemment, il est très marqué par ça et il veut se venger évidemment des couffards et d'autant que ça lui accordera sans doute les récompenses paradisiaques que l'on connaît. Et donc il monte cette espèce de califat en Seine-Saint-Denis. Ça aussi, c'est un des scénarios du renseignement français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent bien que cet islam des banlieues échappe aux autorités islamiques, pour le coup. On a des imams qui essaient de tempérer le truc, Ouais. tout ça, mais on sent que ça leur échappe et il y a un catalyseur identitaire qui est en train de prendre forme, qui n'existait pas avant dans les banlieues françaises, qui était complètement morcelé et Ouais. fractionné. Et là, il y a un truc qui s'agrège autour d'une jeunesse particulièrement radicale. Dans les sondages, les types aujourd'hui vont vous dire à 30%, on est pour la charia. Et il y en a sans doute d'ailleurs une minorité qu'il faut rajouter à ça, qui a l'intelligence de ne pas le dire pour l'instant. Donc à mon avis, ça fait beaucoup de monde quand même. C'est pas une infime minorité. Et là où j'ai trouvé que c'était très intelligent, ce chapitre et les suivants sur le califat de Seine-Saint-Denis et de Paris Est, c'est que d'abord, pour une fois, j'ai envie de dire, effectivement, c'est pas ça l'islam. Parce qu'on voit très bien que c'est du n'importe quoi, que ce sont des racailles qui se drapent du drapeau de l'islam, Bien sûr. tels qu'ils l'ont compris ou mal compris, et en fait, c'est leur pulsion qui Exactement, ressort. c'est une sorte de prétexte pour exercer le pire de ce qu'il y a en eux. Et je pense que, on dit souvent, les autorités religieuses du monde arabe pourraient essayer de reprendre le contrôle sur ces individus, mais je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a déjà une rupture complète entre les deux. On va voir des trucs à la... comment s'appelait ce groupe en Afrique subsaharienne, ce groupe terroriste Boko Haram, Ouais. des trucs de ce genre-là qui échappent complètement à toute forme d'autorité islamique. Et il y a eu par parenthèse, des sectes chrétiennes très similaires
au XVIe siècle, qui ont ravagé l'Allemagne notamment, avec notamment dans la ville de Münster, en Allemagne, où des gens illuminés ont repris l'évangile de Saint Jean, en croyant que l'apocalypse était imminente, et se sont lâchés dans des orgies littérales, mais aussi de meurtres et de massacres, de manière incroyable. Alors évidemment, c'est il y a 500 ans chez nous, Non, non, mais on voit aujourd'hui que l'être bien humain, il sûr. est capable de ces folies. Le crime, c'est une citation de je sais plus qui, le crime qui veut se commettre se trouve toujours un prétexte. Oui. Donc à partir du moment où vous avez cette volonté de domination d'une partie de la population, elle va trouver un étendard, il n'y a Ouais. pas de problème, quel qu'il soit. Et c'est pour ça que c'est intéressant, j'ai trouvé que c'était subtil, parce que, en fait, dans ce livre, il n'y a pas d'anti-islam. Non, non, Non mais pas en que plus, j'ai ni un amour ni une haine, mais c'est très objectivement pas du tout non, parce que anti-musulman. je crois que ce serait une erreur de dire qu'aujourd'hui il y a la France musulmane contre la France traditionnelle. C'est un non-sens absolu parce que vous avez des dissensions énormes entre les premières générations, notamment de musulmans qui sont en France, et les dernières, celles qui sont en plus nées en France, souvent de parents qui étaient déjà eux-mêmes nés en France, et qui sont en rupture complète avec la société française traditionnelle. Alors, les autres chances de la France que sont certaines populations africaines à Paris sont aussi décrites dans leur infini morcellement. Mhm. Il n'y a pas de bloc, il n'y a pas les Noirs, ça n'existe pas, il n'y a pas les Bien sûr. Africains, il n'y a pas non plus les Antillais. C'est un mélange pictoresque et étonnant, et quand il n'y a plus à la fois le financement, mais aussi l'autorité, tu décris des choses que j'ai vues en Afrique, c'est assez étonnant. Oui, parce qu'on est dans des. Voilà, on a la transposition de guerre tribale africaine en France. Vous avez un bloc de trafiquants dans tel immeuble qui va être, je sais pas, érythréen, et un autre dans celui d'à côté qui va être soudanais, et vous aurez des guerres terribles entre ces individus, bien plus violentes que contre le reste de la population, qui pour le coup, c'est la toile de fond, ils sont moins intéressants parce qu'ils ne rentrent pas dans ces rivalités ancestrales. Et donc, c'est une multifraction du pays, et donc des affrontements multiples et absolument insensés. Tu décris très bien d'ailleurs un gang d'Albanais. Oui, bah aussi, voilà, on a des gangs aussi originaires d'Europe, qui existent déjà d'ailleurs, hein. Vous allez voir aujourd'hui, quand vous vous renseignez sur les trafics, les mafias aujourd'hui en France, bah, vous avez les Albanais, vous avez les Algériens, vous avez les Kosovars, Ouais. et entre eux, c'est la guerre totale. Il n'y a pas du tout de solidarité contre le reste de la société. D'ailleurs, il sauve certains Français Bien dans ce sûr, livre. mais déjà un peu aujourd'hui, une partie de la paix sociale en France repose sur ces espèces de mafias constituées dans les quartiers français. On laisse un peu le trafic s'y développer parce qu'on sait très bien que si les trafiquants ils veulent le calme. Pour avoir des clients, il faut que la cité soit à peu près en ordre. Il ne faut pas qu'on puisse s'y faire tuer n'importe comment. Donc, ils se suppléent en quelque sorte à la police. Et pour l'instant, c'est un des facteurs qui permet à la population de tenir, à la Alors, situation de ne pas exploser. alors Paris, et on le comprend, beaucoup de villes grandes ou moyennes de province explosent complètement dans les 30 jours qui suivent l'effondrement de la France. Euh, dans les campagnes, nous retrouvons nos amis salafistes euh, dont l'effondrement a volé le djihad. Pas de chance. Mauvais timing, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu un coup incroyable, donc pareil, qui est hélas prévu par le renseignement de longue date, c'est-à-dire une action terroriste en race campagne dans un village qui serait complètement encerclé, bouclé par ces types-là, armés jusqu'aux dents. La population rassemblée dans l'église, on met le feu à l'église, enfin voilà, un truc filmé en live sur les réseaux internet, sauf que quand ils le font, il y a déjà plus de réseau. Et ça, c'est dramatique parce que pour le coup, l'acte terroriste de violence, il n'est pas vu par le monde entier, il sert absolument à rien. C'est une opération de communication. Et donc, si on ne la communique pas, ça ne marche pas. Donc là, on suit ces types, c'est très pathétique, c'est-à-dire qu'ils sont isolés dans le fin fond de la Lozère, il neige, ils n'ont pas l'habitude et ils ne savent vraiment pas quoi faire de leur situation. Donc, parmi d'autres, on suit un petit peu leur déchéance humaine. Ouais, et qui est à la fois qui va du tragique au comique le plus Il y a toujours morbide presque. une ressource comique dans la tragédie. Ouais. C'est vrai qu'elle est poussée à son dernier degré. Alors dans les campagnes, il y a aussi des gens qui s'organisent, qui se regroupent,
qui finalement se préparent. Beaucoup sont, j'imagine, un peu dans un mouvement survivaliste, etc. Tu décris, on va pas spoiler, comme on dit en français, divulgafer, enfin on va pas raconter le détail, mais ce qui reste du gouvernement français, ce qui reste de la toute petite armée française qui reste, ou qui n'a pas déserté pour rejoindre leurs frères dans les cités, en fait il y a une dictature qui se met en place. Alors voilà, c'est que comme je le disais, dans ces moments de crise, c'est souvent là qu'il y a l'opportuniste, le type qui va réussir à incarner le retour à l'ordre, qui est souhaité par toute la population. Si lui, il parvient à écarter à ce moment-là ses adversaires et à reprendre à peu près le contrôle de l'appareil, l'armée française, de par sa technique, de par son matériel, de par son encadrement notamment, a quand même encore une capacité d'action de moyens assez importante. Donc elle pourrait, dans un premier temps, survivre, échapper à l'effondrement et attendre les jours meilleurs, si j'ose dire, pour reprendre le contrôle de la situation, progressivement, aidé sans doute par des alliés, des interventions extérieures, et incarner un retour de l'ordre bien plus important, parce que pour le coup, dans les situations de crise, le lendemain des attentats, c'est là que les tours de vis sécuritaires sont toujours donnés. Alors évidemment pas contre les éléments à problème, mais contre les citoyens en général. Et on peut encore leur reprendre un peu plus de liberté, leur faire renoncer encore un peu plus à leur autonomie, donc on ne s'en privera pas. C'est aussi un des risques majeurs de ce genre de crise, c'est que souvent ça débouche sur quelque chose d'encore quasiment pire qu'avant. Et tu décris en fait un État qui, au lieu d'essayer de limiter la casse, Mmh. va au contraire l'augmenter en ciblant les quelques groupes organisés qui pourraient être, en tout cas tels qu'ils le comprennent, être des concurrents. C'est un peu la stratégie à la sud-américaine en fait, c'est-à-dire qu'on va laisser le bordel un petit peu prospérer gentiment, en se présentant comme la seule alternative à ce bordel, mais qu'on contribue nous-mêmes à créer. Et donc c'est une technique assez efficace au bout du compte. Alors bon, ça dure jamais, parce que de toute façon le truc sera infiniment renversé par un type encore plus ambitieux et sans scrupules. Bien sûr. Mais en attendant, la population dans son ensemble va subir ça. Et effectivement, dès lors que quelque chose va s'opposer à cette hégémonie, c'est-à-dire des structures organisées, on va essayer de les réduire par tous les moyens. Et dans la crise, évidemment, là, il n'y a pas de gants, il n'y a plus de crimes contre l'humanité, puisqu'il n'y a plus de caméras, donc un peu tout est permis, si on veut. Alors l'auteur Vincent Nouzil avait décrit dans son livre Les tueurs de la République des groupes, alors dans le temps ça s'appelait les groupes Hobo, c'était encore un nom super bien choisi, mais qui étaient en fait des groupes d'assassins qui ont évolué en terminologie avec les différents présidents. Euh, la République française assassine régulièrement Mhm. des gens. Alors que ce soit des opposants armés à l'étranger, que ce soit des terroristes, etc. Ça se fait, un État fait ça. En dehors des lois, en dehors de la procédure judiciaire, évidemment, etc. Ici, nous avons des forces d'élite qui sont utilisées pour aller assassiner, on va pas aller dans le détail, mais aller assassiner des survivalistes, des gens, ou simplement des citoyens qui sont dans les campagnes et qui se sont retranchés, qui se sont préparés et qui évitent ainsi le chaos. Euh, tu, 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 tu montres que ces gens n'ont pas d'état d'âme, ils obéissent aux ordres. Mhm. Tu as enquêté auprès de gens de l'armée. Vont-ils tous obéir aux ordres? Alors non, c'est ça, c'est vrai que c'est la subtilité, c'est qu'il y a ceux qui auront déjà déserté quasiment avant que ça commence, ceux qui ne toléreront pas ces ordres-là, mais après, quand on est dans une telle situation et que celui qui désobéit dans une telle situation, je pense pas qu'on va lui préparer une cour martiale bien gentille, ça va pas bien se passer. Donc on a tendance à suivre le mouvement et il y a toujours ce fond de se dire on le fait pour la bonne cause. Sur le moment, ça paraît très sale, mais si ça permet le retour de l'ordre et de sauver des millions de personnes, c'est le devoir sacré du soldat est d'obéir et de ne pas poser de questions. Donc on le fait. Et en général, les régimes dans les situations de crise n'ont jamais manqué d'assassins. Absolument. C'est clair et net. C'est clair. On l'a vu en France, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu partout. Et il ne faut pas avoir la naïveté de se dire nous sommes une nation démocratique et ultra civilisée, il ne se passe jamais rien de sombre. C'est pas du tout une vision complotiste que de dire ça, hein, que les États ont des intérêts à défendre et que
par tous les moyens, y compris ceux dont on n'entend théoriquement jamais parler, ils les défendront. Alors, ce qui est vraiment aussi particulier dans ces deux livres, tome 1 et tome 2, c'est que on voit qu'une crise aussi rapide, qui peut arriver très rapidement, elle peut prendre des gens préparés ou impréparés complètement par surprise. Et il se retrouve, tu décris notamment quelqu'un euh, très soumis à sa femme, très métrosexuel à Paris, qui étonnamment retrouve ses instincts petit à petit en se cachant et il redevient, en passant par la bête sauvage qui est en lui qui revient, il redevient humain en fait. Ça, c'est Il redevient intéressant un parce homme. que c'est vrai que c'est vraiment un de mes marottes, c'est qu'on ne peut pas savoir dans une situation comme celle-là, tant qu'on n'a pas vécu des situations compliquées, tant qu'on n'a pas les entraînements, tout ça, on ne peut pas savoir ce qu'on sera. Et je pense, moi, que les individus aujourd'hui, les progressistes, tous ces gens qui nous vendent leur bonté d'âme, qui en font des tonnes pour se montrer humanistes, alors qu'en réalité, ils se foutent éperdument du sort de ces migrants qu'ils prétendent défendre. Quand on est prêt déjà psychologiquement à faire ça, c'est-à-dire avoir cette perversité de feindre la bonté pour augmenter sa propre valeur sociale, déjà, ça augure rien de bon. Je pense que dans une situation justement où il n'y a plus de caméras, où ces beaux discours sont pas utiles et où pour survivre, il faut piétiner la tête d'autrui, je pense que ce ne seront pas les derniers, ces individus-là. Donc, ça, voilà, beaucoup d'individus, peut-être même qui se considèrent aujourd'hui comme tout à fait prêts, le moment venu, seront totalement dans un état de sidération et vont, comme les autres, se faire balayer. Ça, c'est difficile à savoir et je pense que seul le chaos peut nous révéler finalement. Beaucoup d'ailleurs, beaucoup de survivalistes qui sont dans mon public, qui sont aussi dans le tien, euh, en privé me disent, évidemment, personne ne peut souhaiter que les scénarios de ce livre arrivent, évidemment. Mais quelque part, il y a il y a une épreuve qui nous manque dans le monde moderne. Il y a ce rite de passage qui nous a manqué à tous, on ne l'a jamais eu, qui est de se confronter à des situations vraiment difficiles, chose que probablement nos amis d'Afrique, eux, l'ont eu, malheureusement pour eux évidemment, mais ils savent ce qu'ils valent face à quelqu'un qui a une machette, face à une émeute, face à la guerre. Nous autres Européens, depuis 3 générations, nous ne sommes plus face à cela. Et en fait, il y a beaucoup, surtout des hommes qui me disent, au fond de nous, on sait que même si on va pas y arriver, même si on survivra pas, on saura enfin ce qu'on vaut. Et en fait, Ouais. on aimerait bien en fait ce genre de situation sans évidemment le vouloir de manière consciente. Mais je pense qu'une grande part du malaise dans la civilisation moderne occidentale, dans ce fait qu'il y ait tant de dépressifs, tant de gens qui ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils se lèvent pour aller travailler, ils sentent confusément que cette espèce d'aliénation, ce fascisme domestique, hein, comme je l'appelais, c'est-à-dire cette société quasiment insensée de consommation où chacun court dans sa roue pour rester à la même place, qui n'a plus aucun rapport avec l'environnement ancestral pour lequel nous avons évolué, c'est-à-dire un environnement où on devait survivre, se battre, avoir des aptitudes physiques, mentales, morales, une forte autonomie, le sens des responsabilités, la méfiance de l'étranger, enfin tout ce schéma vraiment pour lequel nous sommes fabriqués, qui n'a plus aujourd'hui aucun rapport avec l'environnement dans lequel on nous fait vivre. Évidemment qu'il y a, je pense, au fond de nous, il y a un peu l'appel de la bête sauvage qui est toujours là sous la couche épaisse de civilisation domestique et qui n'a pas tout à fait renoncé et qui sent bien qu'il manque quelque chose. Notre vie là aujourd'hui, qui est quasiment insensée, alors je ne dis pas du tout que le basculement dans la sauvagerie la plus totale et hasardeuse sera bonne, parce que, comme je l'ai dit, il y a une forme de loterie. Hein. Moi, je ne suis pas du tout sûr de survivre plus de 24 heures à ça. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Nos proches risquent fort aussi d'y passer. Donc, c'est peut-être pas souhaitable, mais il faut aussi s'interroger sur le sens de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui n'a guère plus de sens, à mon avis. Alors, dans ce chaos, dans ce maelstrom de vie qui s'entrechoquent face à la réalité, avec la réalité, il y a des électrons libres. Il y a, tu décris des militaires qui deviennent des assassins, sans, et eux qui n'obéissent plus aux ordres, qui vont simplement de ferme en ferme assassiner et piller. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ça en fait? Alors, pour montrer que ces types-là adhéraient
à l'armée, ils étaient là, bon, il y avait à manger, il y avait de la lumière. Je précise, hein, c'est c'était ni des un monde Maghrébins, tranquille. ni Oui, des bien sûr, Arabes, bien sûr. ni ni des Mais Africains. bon, voilà, il y a aussi l'espèce de, comment dire, le nihilisme là-dedans aussi. C'est des individus qui sont capables d'adhérer à des causes parce que bah, tout simplement ça contente leurs besoins primaires, c'est-à-dire ils ont à manger, on les occupe, ça leur donne un statut social, et en réalité, fondamentalement, ces gens n'ont plus aucune espèce de valeur et sont prêts à basculer dans n'importe quoi dès que le courant sera tombé. On le voit dans toutes les villes modernes, hein, quand vous avez des blackouts importants dans les grandes villes, aussi civilisées qu'elles soient, bah, c'est le carnage, c'est le chaos total. Donc c'est là qu'on sent que justement, sous cette espèce de pression sociale du quotidien, cette domestication, il y a la rupture qui est vraiment juste en dessous, et dès lors qu'il n'y a plus le contrôle de la police, de la morale, ce conditionnement permanent, eh bien, il y a la sauvagerie, enfin c'est même pire que la sauvagerie, parce qu'on va vraiment dans n'importe quoi. Oui. Donc, c'est un concours de psychopathie, de violence absurde, mais c'est ce qui se passe dans le cas des guerres civiles. Alors, l'autre électron libre que tu décris dans ce livre, qu'on avait déjà connu, rencontré lors du premier tome, c'est quelqu'un qui, lui, sait ce qu'il veut faire. Mm. Lui, il a une idée derrière la tête, il est tout seul. Mm. En plus, il a appris la chimie entre-temps, visiblement. Et comment tu vois ces électrons libres? Alors, je pense que tu t'es inspiré de ton travail extraordinaire. Je vous conseille ce livre, Utoya. Je pense que c'est toujours celui que tu as le mieux écrit et qui est le plus puissant. C'est souvent ce qu'on me dit. C'est le plus tripant au niveau de l'écriture. Et voilà, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose, mais je vous conseille ce livre. Breivik t'as inspiré pour ce personnage? Ah, absolument, parce que c'est vrai que donc Vincent Gide, qui s'appelle comme ça dans le roman, ce genre d'individu, en fait, donc sans cette pression sociale et tout ça, l'aliénation, comme j'ai dit, mais à la différence des autres, il ne la supporte pas. Et il veut entrer en rupture avec cette société. Et il sait bien que la réponse politique ou toutes ces formes d'engagement, lui, ça ne lui va pas. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire toutes les étapes. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que Breivik est norvégien, parce que c'était une des sociétés justement les plus tenues du monde. Et que là, pour le coup, le Norvégien qui pense faire évoluer les choses politiquement n'a quasiment aucun espoir d'une évolution rapide. Donc, ce qui se passe dans la tête d'un type comme ça, c'est qu'il y a une bascule. Je vais sur la voie du mal, et là, peut-être, je pourrais, sinon réussir, mais en tout cas me faire entendre, exister, en m'opposant à ce système par tous les moyens possibles, et pour le coup, y compris les plus violents, parce que pour surnager dans le chaos, il faut vraiment mettre le curseur très haut. Et ce personnage un peu fanatique, parce qu'il sait bien que son combat est un peu vain, il est seul contre la machine ou ce qu'il en reste, et il se met en tête de faire tomber justement les têtes de ce système une par une, en espérant que le système finisse par ne pas s'en relever. Et donc, pour ça, il va jusqu'au bout de ses idées. C'est une autre forme de fanatisme. Et on le retrouvera dans le tome 3, j'imagine. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup plu, et ce qui nous fera parler, on en parlera de plus en plus dans la deuxième partie, c'est que ces livres guerriers ne sont pas juste des histoires que tu as eu envie d'écrire comme ça. Il y a tu m'avais parlé qu'évidemment Rue Barbare t'avait inspiré, mais dans ton œuvre, France Orange Mécanique, France Big Brother, La France Interdite, qui est aussi un livre c'est dire, hein, j'en ai 4 exemplaires là prêts à être signés pour chacun de mes enfants pour qu'ils aient un témoignage de ce qu'a été la France dans les années 2000-2010, parce qu'un jour ils n'y croiront pas, hein, ils ne croiront pas, dans quelques années ils ne croiront pas que ça ait pu exister. Tu décris dans l'idéologie qui crée la psychopathologie et la dissonance cognitive qui explose en fait dans Guérilla. Et en fait tout ce que tu as écrit s'imbrique en fait. C'est vrai qu'il y a une forme de cohérence dans le cursus, parce que déjà dès la France Orange Mécanique, j'axais beaucoup le raisonnement sur justement notre nature humaine profonde. Donc je laissais un petit peu les explications sociologiques habituelles, c'est-à-dire c'est social, c'est l'éducation, c'est pas de chance,
était maltraité quand il était petit, donc il viole des vieilles dames. C'est un petit peu facile. Et là, on va à des explications un peu plus élaborées, y compris même sur le comportement des individus, des progressistes qui sont en haut, qui dirigent cette société vers ce vivre ensemble. Pour eux, ils sont persuadés que c'est une bonne chose. Mais j'essaie justement de comprendre le mécanisme qui les pousse à penser ça, et donc cette espèce de partition morale qui en résulte entre ceux d'en bas, hein, je prends souvent cette métaphore du Titanic, sur les ponts supérieurs, on joue du violon, tout va bien, machin, de toute façon on a des canaux de sauvetage, on pourra s'en aller s'il y a un problème. Par contre, en revanche, en bas, même si pour l'instant on est nourri, on est diverti, donc on est encore là, on sait bien que s'il y a une avarie sérieuse, on sera les premiers à couler avec le navire. Donc j'essaie dans chacun de mes livres d'alerter un peu là-dessus, c'est-à-dire de désigner un peu Big Brother, de montrer quelles sont ces techniques de conditionnement des populations et les conséquences surtout de son utopie, parce que pour le coup c'est complètement ça. Est-ce que finalement, peut-être comme moi, tu écris des livres pour éviter que le scénario de guérilla n'arrive? Ah ben moi c'est mon objectif est clairement celui-là. De dire vous avez l'iceberg est là. Je suis sur la vigie, je vous dis, il arrive devant nous, virez de bord maintenant, sinon on se le prend en pleine face. Donc il y a une inertie terrible dans la machine, c'est compliqué, faire changer les opinions, surtout face à la puissance de feu quand même qui reste considérable de Big Brother, des dizaines de millions d'auditeurs et de téléspectateurs tous les jours qui se mangent les slogans, les pas d'amalgame, les machins. Euh, on sent que ça s'effrite, c'est moins puissant qu'avant, mais ça met quand même beaucoup de temps avant de retourner la population et d'envisager cette rupture. Alors, est-ce que, comme moi, tu ne te sens pas parfois être comme un Don Quichotte et que personne n'écoute? Si, non mais c'est sûr. Nous, comme on est dedans, comme on voit justement, hein, je vous dis, cette image du type sur la vigie qui voit l'iceberg se rapprocher, il sent pas du tout de mouvement dans le navire, il est désespéré parce que on est nous dans cet espace-temps. On sait très bien que la fenêtre de tir elle est courte, ça va très vite. L'évolution notamment démographique, sociale, etc., économique, ça va très très vite. Et on a l'impression qu'en fait on est dans une photographie, que rien ne bouge autour de nous. Mais quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte quand même qu'il y a une évolution assez rapide des mentalités. Par rapport à 20 ans en arrière, on n'en était pas là. Malheureusement, la situation évolue quasiment aussi vite. On voit aussi qu'à l'étranger, ça change. Et ça, c'est important parce que l'électeur, le français a besoin de voir qu'à l'étranger, ça arrive qu'on vote mal, et ça arrive que ça se passe pas si mal, par exemple. Et ça arrive qu'on pense mal et que les conséquences ne soient pas aussi dramatiques que ce qu'on nous a promis. Donc peut-être que tout ça contribue à ensauvager les consciences, disons. Euh, je trouve que, je ne sais pas si tu as lu Jack Donovan, La Voix virile et des Oui, livres. si, absolument. Je crois qu'il y a un lien entre, alors moi je vais dire ça de manière très modeste, hein, mais il y a un lien entre des auteurs comme toi à grand succès, des auteurs comme moi avec un succès un petit peu moindre mais quand même significatif, des Jack Donovan qu'on a traduits et amenés en France, des Papacito, des Marceau, même des Alain Soral et d'autres qui chacun avec son caractère, mais chacun avec amène une pierre à un édifice qui, s'il pouvait être bien compris, être intelligemment compris par les lecteurs, et ensuite mis en application dans le bulletin de vote quand c'est possible, mais aussi, et c'est plus important, dans la transformation mentale et physique de chacun, à ce moment-là, nous arriverions à changer. Et j'ai oublié Zemmour, et j'en ai oublié plein d'autres hein, dans la liste qu'on pourrait faire. Euh, Est-ce que nous autres, modestement, écrivains, nous pouvons changer, à défaut le monde, mais est-ce que nous pouvons changer une partie de nos lecteurs et du monde? Je pense qu'il y a une contribution, il y a une demande forte de réarmement mental. Et je pense que si on peut avoir une sorte de rôle là-dedans, c'est celui-là. Parce que vraiment, peut-être un lecteur sur deux que je vais voir en signature en conférence va me dire, vous mettez les mots sur une impression, une intuition, hein, l'impression que ça merde et tout ça. Mais évidemment, dans les médias officiels, j'ai pas la confirmation de ça. Et donc là, vous apportez des faits sourcés, documentés, précis, des références. Et ça fait vraiment changer ma vision. Et donc, quand on commence à réarmer comme ça les pensées, on réarme les individus aussi physiquement, parce qu'encore une fois, c'est ce que
disais de Donovan, c'est intéressant parce que lui, il a été justement, ce livre sur la virilité, c'est ce que nous avons été, cet être sauvage, donc, qui était à la fois responsable, qui était viril physiquement, parce que sa survie en dépendait, et mentalement, pour le coup, parce que c'était exactement la même chose. On doit réapprendre ça aux citoyens d'aujourd'hui. C'est reprendre le contrôle, évidemment, de leur potentiel physique, mais aussi et surtout mental et moral, et se réarmer, se réapproprier une forme de souveraineté intellectuelle face au déversoir continu de Big Brother. Il y opposait vraiment des défenses puissantes. C'est pas facile du tout, ça prend du temps, mais je pense que l'un dans l'autre, ça avance quand même. Chez les individus, du moins, qui ont le courage de sortir de cette espèce de cage de hamster dans laquelle ils sont toute la journée, ils vont commencer à trouver des armes et des éléments de réflexion. Et j'espère qu'ils vont les prolonger. Merci beaucoup, Laurent. Alors, cliquez sur le lien pour la deuxième partie. On va parler de survivalisme, on va parler de comment on écrit ce genre de livre. Ce sera plus sous forme de dialogue. Guérilla, tome 2, Le temps des barbares, chez Ring, et dans toutes les bonnes librairies sur Amazon. Je mettrai le lien ci-dessous. Je vous conseille ce livre. Tu es un des écrivains les plus importants en France aujourd'hui, je trouve, dans l'œuvre totale, et dans ce livre qui par moment, il m'a remis en cause. Ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque chapitre, je me mets dans la situation, je me dis, bon, avec ce que je sais, ce que j'ai, et ce que j'ai comme matos sur moi, etc., comment je m'en sors. Et en fait, il n'y a que quand les forces spéciales françaises arrivent à nombreuses, où je me dis, bon, là, même avec toute ma procédure, là, je vais avoir un souci. Donc, bon, je dois remonter d'un cran dans ma paranoïa. En tout cas, je te remercie beaucoup, et puis restez pour la deuxième partie.